Voilà, donc on va vous raconter cette histoire qui est vraiment une histoire actuelle, quelque chose sur lequel on a travaillé et on a eu un certain nombre de complices dans cette aventure. D'abord Luc Laben, qui est à l'origine de la découverte de ce caillou pour nous, parce qu'il avait été aussi trouvé aux États-Unis. Alors Luc, vous avez pu le croiser, il est parti maintenant, mais il était sur le festival, il vient chaque année depuis quelques temps. Roger Ewins, qui est à l'origine d'une grosse partie de la science. Donc, leurs noms ne vont pas revenir au cours de cet exposé tout le temps, mais il a vraiment fait une grosse partie du travail scientifique. Et puis enfin, deux jeunes dont on va en fait vous présenter l'essentiel des travaux. Anthony, l'histoire de la recherche du cratère, c'est parti des travaux d'Anthony, vraiment. Et Virgile, que Sylvain m'a présenté et qui est maintenant notre étudiant à tous les deux, avec un troisième larron dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui travaille vraiment activement sur ce caillou et sur la surface de Mars. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est beaucoup les travaux de ces deux personnes qui ne sont pas là, mais on espère qu'ils verront la vidéo plus tard. Voilà. Alors ça commence avec la découverte de cette météorite, et en fait ça commence même il y a plus longtemps, avec l'arrivée de la météorite de Paris au muséum en 2009. Et la météorite de Paris, c'est une chondrite carbonée de type CM, extrêmement primitive, et qui est tout à fait exceptionnelle. Elle a été achetée à la salle des ventes, donc elle arrive chez nous dans son carton de glace, là, et on la regarde, et ce qu'elle a de particulier, c'est d'être moins altérée sur son corps parent que les autres, d'être tout à fait particulière. Et là, on voit une vision donc, au microscope électronique à balayage. Alors, en électron rétrodiffusé, ça veut dire que c'est un éclairage tout à fait similaire à celui où on a la lumière qui éclaire un objet et nous, on regarde comme ça, sauf qu'au lieu d'être une lumière de photons, c'est une lumière d'électrons. Et l'avantage de cette lumière, c'est que ça permet évidemment de beaucoup grossir dans un microscope, mais aussi, ça nous donne une idée de la composition chimique de l'objet qu'on est en train de regarder. Donc sur cette photo, en fait, on peut dire que comme les atomes qui sont lourds réfléchissent plus fortement la lumière électronique, les phases qui sont claires, c'est celles qui sont riches en fer, et celles qui sont sombres, c'est celles qui sont plutôt riches en silicium et en magnésium, qui sont des éléments de numéro atomique moins élevés. Donc ça nous donne tout de suite une idée de la composition de cet objet. Et puis aussi, vous voyez, il y a des sphères là-dedans, c'est ce qu'on appelle des chondres, c'est une chondrite primitive, et ça va un tout petit peu intervenir dans cette histoire. Bon, cette météorite, elle est tellement particulière que moi, je rencontre Luc et je lui dis, bah, écoutez, on essaye de voir si cette météorite qui a été découverte par hasard, elle existe ailleurs. Donc, on est vraiment intéressé de la comparer avec d'autres. Donc, si vos contacts vous apportent d'autres météorites CM, bah, nous, on est intéressés. Et donc, Luc arrive au muséum, alors 1 ou 2 ans plus tard, là, il m'apporte ce caillou, puis il me dit, voilà, c'est une chondrite CM, elle est vraiment particulière, elle est très dure, j'ai eu du mal à la couper. Et donc, je vais regarder cet objet au microscope, et effectivement, il y a des sphères dedans. Mais ces sphères, ce n'est pas des chondres, c'est pas possible, ça ne ressemble pas à des chondres. Et cette roche, elle a un aspect tout à fait particulier, c'est ce qu'on appelle une brèche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brèche? C'est une roche qui est faite d'autres roches qui sont concassées. Alors ici, vous voyez, c'est une brèche basaltique, c'est des fragments de basalte anguleux qui sont cassés et qui sont agglutinés dans une roche qui est solide, avec tout un matériau fin entre, qu'on appelle la matrice ou le ciment. Donc cette roche est compacte. Alors là, c'est ce qu'on appelle une brèche monomicte, c'est-à-dire que c'est que du basalte qui est cassé, concassé et réaggloméré, mais on peut avoir des brèches polymictes, et ça va être le cas de cette roche Black Beauty. Dans cette roche, on va trouver des tas de fragments rocheux qui ont des aspects, des textures différents. Donc on a l'espèce de matrice fine là, qui est entre, et puis on a des sphérules qui sont des sphérules d'impact, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et puis on a des roches qui sont plus ou moins grenues, avec des grains plus ou moins gros. Et ce qu'on sait, c'est qu'une roche, quand elle se forme, elle cristallise à partir d'un magma, et bien plus le refroidissement est lent, plus les cristaux vont avoir le temps de pousser, donc plus les cristaux sont gros, plus ça veut dire que la roche est refroidie lentement. Donc typiquement, dans la croûte continentale, Sylvain en parlera tout à l'heure, les granites, vous avez des cristaux très gros dans un granit, tandis que les laves qui s'épanchent en surface de l'océan, qui donnent la croûte océanique, qui sont les basaltes, ont plutôt une granulométrie beaucoup plus fine. Donc on peut dire déjà que là, on a des roches qui sont extrêmement différentes. Là, on a un objet dont les cristaux se sont refroidis lentement. Ici, on a un objet avec des cristaux beaucoup plus gros, et en plus, nature chimique différente, qui se sont refroidis très vite. Donc tout de suite, je vois que c'est une brèche polymicte.
Et je dis à Luc, pour moi, ça ressemble à une brèche lunaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brèche lunaire? En fait, vous voyez, ça c'est le premier pas sur la Lune. En fait, vous avez ce matériau qui est constamment impacté par des impacts très très fins qui concassent le matériau. Et si ce matériau se compacte, vous allez avoir une brèche, justement, de surface. Moi, je regarde le caillou de Luc et je lui dis, voilà, moi je pense qu'il s'agit d'une brèche lunaire. Vous avez une photo ici d'une brèche lunaire, je pense à ça tout de suite. Alors Luc, il est assez déçu, il me dit « Ah non, j'aurais préféré une CM, les lunaires, bon, moi j'en trouve plein, j'en ai déjà trouvé plein, c'est pas très intéressant. » Je lui dis « Écoutez, allez vérifier, hein, vous allez à la fac, vous allez voir Albert Jambon, il a un pistolet à rayon X, ça permet de mesurer en particulier le rapport fer sur manganèse, fer sur magnésium, donc ça donne une idée de la composition chimique globale de l'objet. » Allez chez Albert. Le Jambon, il est à l'université, hein, c'est de l'autre côté du jardin des plantes, donc Luc y va. Voilà. Alors pourquoi mesurer donc, le rapport fer sur manganèse et fer sur magnésium? C'est qu'en fait, les différents processus qui sont liés, par exemple, au processus magmatique où ça sépare les cristaux entre eux, ou bien au processus volatile, ça sépare ces éléments manganèse et magnésium du fer. Et donc, les différents cailloux, ils ont des positions assez particulières dans le diagramme. Donc là, on a les chondrites carbonées, comme la météorite de Paris que je montrais tout à l'heure, mais chaque famille de roches a un lieu particulier où on peut les trouver. Donc on fait une mesure, là on met son pistolet, et on fait une mesure et immédiatement on a la réponse. Et en fait, je dis à Luc, je pensais que c'était une lunaire, il va voir Albert Jambon lui dit non, c'est pas une lunaire. Mais il lui dit rien d'autre. En fait, il lui dit pas, tiens, c'est bizarre, ça tourne dans la zone Mars ou Vesta. Non, il dit rien. Il dit non, c'est bizarre. C'est pas une météorite lunaire, et il s'arrête là. Voilà. Alors, peu de temps après, en fait, je vais pour une conférence, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein, c'était le projet Fripon. Maintenant, on travaille sur d'autres choses ensemble avec Sylvain, mais dans le cadre du projet Fripon, je vais à une conférence à Aix-Marseille où je retrouve cette personne. Et lui, il est spécialiste du magnétisme et il fait aussi des mesures de l'isotopes de l'oxygène. Donc, je lui apporte un petit bout de caillou. Alors pourquoi est-ce qu'on veut mesurer les isotopes de l'oxygène? C'est que ça permet, comme le fer sur manganèse, ça permet d'avoir une idée de la famille, parce que ça traduit l'état d'oxydation du caillou. Les isotopes de l'oxygène, ils varient à l'intérieur des différents cailloux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un peu comme une saveur différente des différents cailloux. Vous savez que les roches, elles sont constituées à moitié pratiquement d'oxygène. C'est vraiment un élément qu'on trouve dans tous les minéraux. Et à la fois en nombre d'atomes et en masse, la moitié de la masse d'une roche, c'est de l'oxygène. Donc l'oxygène, il existe sous 3 formules. C'est toujours le même atome, mais si on rajoute un neutron au noyau, ça va changer les propriétés physiques de l'atome, mais pas ses propriétés chimiques. Donc ça reste de l'oxygène. On peut avoir de l'oxygène 16, qui est la grande majorité de l'oxygène, mais on peut avoir aussi de l'oxygène 17 et de l'oxygène 18. Et certains processus physiques, comme par exemple l'évaporation, vont pouvoir séparer un peu ces différents isotopes. C'est-à-dire que par exemple, si j'évapore un matériau qui contient de l'oxygène 16 qui est plus léger va partir en premier, le 17 va partir ensuite et le 18 va partir en troisième. Et la différence de comportement entre le 17 et le 16 et entre le 18 et le 16, c'est 2 fois plus pour le 18 parce que l'écart de masse est 2 fois plus grand. Ce qui veut dire que les roches de la Terre, en fait, si on représente les variations du 17 par rapport au 18, elles sont contraintes, toutes les roches de la Terre sont le don de cette droite qu'on appelle la droite de fractionnement terrestre. Et il se trouve que dans les météorites, on a découvert depuis la fin des années 70 qu'il y avait des variations autres. Dès l'époque, on a dit que c'est probablement un enrichissement en oxygène 16. C'est-à-dire que si j'ajoute de l'oxygène 16, je vais faire varier autant le 17 par rapport au 16 que le 18 par rapport au 16. Donc, je vais faire varier les choses dans le diagramme, me déplacer le long d'une droite de pente 1 comme ça. Alors, l'origine de ces variations, je dois dire, on ne les comprend pas. On ne les comprend toujours pas. Mais ce qu'on sait faire, c'est mesurer ces isotopes et les utiliser pour faire de la géologie. C'est-à-dire que toutes les familles de météorites qu'on connaît par ailleurs d'un point de vue minéralogique et chimique, elles ont des lieux particuliers dans ce diagramme. Donc en particulier, par exemple, la météorite de Paris, qui est une CM, elle va être dans cette zone-là. Chaque famille de chondrites est dans ce diagramme. Et les familles d'achondrites, donc de météorites qui proviennent de corps qui ont fondu après leur formation, elles aussi, elles ont leur propre variation. Alors,
sur ce diagramme, il y a vraiment une grosse différence d'échelle entre là et là. On a l'impression que les variations sont aussi grandes dans les météorites fondues. Ce n'est pas vrai. Si je le mettais à la même échelle, ça fait ça. Néanmoins, le fait de mesurer ces isotopes, ça nous permet vraiment de dire, bah voilà, on est dans telle et telle famille. Donc Jérôme mesure les isotopes de l'oxygène dans ce caillou et me dit, bah, ça se place là, c'est assez loin. Et en fait, c'est loin, c'est pas sur la Lune qui a été formée en même temps que la Terre, elle a la même signature que la Terre, mais cette martienne, cette roche, à l'époque on ne sait pas encore qu'elle est martienne, cette roche, elle est au-dessus. Bon, alors je suis un petit peu contrarié. Bon, je me dis, bon, bah, on a un nouveau corps, c'est bizarre, c'est étonnant. Voilà, ça se passe, là on est au mois de juillet, quand les résultats tombent. Je pars début août au Festival de Fleurance, et le rover Curiosity se pose sur la planète Mars. Le 6 août, on est tous là-haut à la ferme des étoiles, à 6 h du matin, parce que c'est très tôt. C'était le 5 août, en fait, pour les États-Unis. On est tous là en train de regarder ce truc-là, on est tous excités et tout ça, donc évidemment la journée marque. Et dans la journée, je reçois un mail de Luc Labenne, encore lui, qui était en train de regarder les résumés du congrès qui allait avoir lieu quelques semaines après en Australie. Et il me dit, mais j'ai trouvé le caillou, là, avec ses isotopes de l'oxygène bizarres et tout, eh ben, je pense que c'est un morceau de Mars, c'est celui sur lequel le groupe, c'est New Mexico, est en train de travailler, et Karen Ziegler va parler de ce caillou au congrès là, dans quelques mois. Allez écouter son talk, et puis voyez. Donc je vais effectivement, 15 jours plus tard, j'arrive en Australie pour le congrès, et j'assiste donc à la conférence plutôt à la présentation de Karen Ziegler. Et qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre manganèse en fonction de fer. Donc là, ce n'est pas marqué en rapport, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que cette roche, elle est sur la même ligne que Mars. Elle n'est pas du tout sur la même ligne ni que la Terre, c'est-à-dire ni que la Lune. Et puis, en point de vue des isotopes de l'oxygène, c'est un peu au-dessus de Mars, mais ce n'est pas très différent. Donc leur argument, c'est qu'ils pensent que c'est un morceau de Mars et que c'est une brèche volcanique comme la brèche basaltique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une roche volcanique qui a été concassée et qu'on retrouve telle que. Alors, à l'issue de la présentation de Karen, on va tous déjeuner ensemble, et en particulier, il y a mon collègue Mounir, avec qui je travaille depuis très très longtemps, et chez qui je devais partir à l'automne suivant pour aller travailler en particulier sur la météorite de Paris et sur d'autres météorites. Et Mounir, il me dit, moi je voudrais bien travailler sur ce caillou, il est super intéressant, mais le chef de Karen, il ne veut pas m'en donner. Oh, je lui dis, c'est pas grave, moi je t'en apporte. Alors Mounir, il me l'a avoué après, il s'est dit, elle est folle, elle en a pas. Mais si, j'avais un morceau du caillou que m'avait apporté Luc. Donc au moment où je pars chez Mounir pour travailler pendant 15 jours, je passe chez lui, quelque chose comme ça, la veille au soir, j'étais encore en train de polir mon échantillon là, que j'avais préparé pour l'apporter. Et puis j'arrive chez Mounir et je lui dis, ça y est, j'ai le caillou. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver la photo que j'avais faite avant qu'il ait fait des trous dedans, cette personne extrêmement cruelle. Donc vous voyez, il a travaillé, dès le premier jour, en fait, on a travaillé sur ce caillou. En fait, on a laissé tomber un peu le programme sur les CM. Et puis donc il fait des trous ponctuels avec un laser. Et puis on reçoit tout le gaz qui est émis à l'intérieur, le plasma qui est émis à l'intérieur du laser. Et puis on fait l'analyse. Et donc on a des analyses ponctuelles et puis des analyses de grandes zones là, avec des rasters. Vous voyez qu'il a bien découpé mon caillou. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Le soir, on savait déjà. Alors, on compare ici, en fonction de la quantité de magnésium, la quantité d'iridium et la quantité de nickel qu'il y a à l'intérieur d'un caillou. Alors, il faudrait revenir sur quelque chose qui est que, c'est des choses dont on a beaucoup parlé dans ces conférences ici, quand les planètes se forment, elles fondent, il y a la formation d'un noyau, et c'est le liquide métallique qui coule au centre de la planète simplement à cause de leur densité, et ils emmènent avec eux les éléments qui ont une affinité pour le métal. C'est-à-dire que le nickel et l'iridium, qui ont une forte affinité pour le métal, ils sont partis au centre de la Terre. Donc on en trouve peu en surface de la Terre, parce que c'est des éléments qui n'aiment pas beaucoup l'oxygène, donc ils sont partis avec les phases métalliques à l'intérieur de la Terre.
Et donc, dans les roches martiennes, typiquement, il y a relativement peu d'iridium, relativement peu de nickel. Il y en a un petit peu plus dans les roches de la Lune, parce que les roches de la Lune, comme elles sont restées en surface et qu'elles ont été impactées par des météorites primitives, elles ont accumulé du matériel qui vient de ces météorites primitives, et donc elles sont beaucoup plus riches en nickel et en iridium. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les phases de ce caillou sont enrichies aussi en iridium et en nickel. Donc ça nous confirme qu'il s'agit bien d'une brèche, mais cette fois-ci de la surface de Mars. Pour le moment, on n'a que des roches martiennes. À part une, c'est toutes des roches volcaniques qui ressemblent à des basaltes ou éventuellement des roches qui ont cristallisé un petit peu plus en profondeur, mais on n'a rien qui ressemble à ce caillou-là. C'est la première fois qu'on a accès à une roche comme ça, de ce type particulier. Et donc c'est une brèche polymicte, donc plusieurs roches qui sont mélangées ensemble. Elle est complexe parce que les cailloux qui sont dedans sont tous extrêmement différents. C'est un peu comme une poubelle néolithique, il y a des trucs qui viennent d'absolument partout. Mais chacun de ces fragments de cailloux peut nous raconter une histoire. Et elle est contaminée par du matériel chondritique. Donc là, voilà de nouveau une vue au microscope électronique à balayage en électrons rétrodiffusés. Donc vous voyez les sphérules d'impact et vous voyez ces grosses unités rocheuses. Là, enfin grosses, c'est des phases qui sont à peu près qui sont millimétriques ou submillimétriques. Ce qui est noir, c'est les roches qui sont donc plus riches en magnésium et en silicium. Et puis vous voyez des petits points blancs ici, c'est des magnétiques. Et vous voyez qu'il y a des structures extrêmement complexes. En particulier ici, c'est une structure qui est vaguement sédimentaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un dépôt manifestement peut-être par gravité. Donc tout ça, c'est un objet qu'il va falloir essayer de comprendre. Parmi les choses qui attirent notre attention avec Mounir et sur lesquelles il s'est un petit peu acharné, c'est ces phases un peu rosâtres. Alors pourquoi elles nous ont particulièrement intéressés? En fait, ce sont des feldspaths potassiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un feldspath potassique? Beaucoup d'entre vous ont l'expérience des granites à dents de cheval, là, les gros cristaux de feldspath roses, parfois blancs qu'on voit là-dedans. Donc le feldspath, c'est un minéral qui cristallise plutôt dans les roches riches en silice, c'est-à-dire qui sont plutôt issues de l'évolution d'un magma basaltique dans lequel il y a eu sédimentation des cristaux riches en fer et en magnésium, et sont des roches plutôt évoluées, sont plutôt des roches qu'on associe à la croûte continentale. Moi, je veux dire, c'est la première fois dans une météorite je vois des cristaux de feldspath potassique, donc c'est pour ça que ça nous a intéressés. Donc là, on a des feldspaths sodiques. Au lieu d'être riche en potassium, c'est riche en sodium, mais tout ça, c'est des roches qu'on voit plutôt dans les séries qui se rapprochent du granit, et on a ces fragments rocheux comme ça à l'intérieur de cette roche. C'est ça qui nous intéresse, qui nous inquiète non, mais qui nous intéresse particulièrement, parce que ça suggère que à l'intérieur de cette brèche, il y avait des fragments de roches qui appartenaient à des séries quand même relativement évoluées, où on se dirige vers des croûtes de type continental. Alors il y a des tas de figures extrêmement bizarres, hein, comme ces objets-là, qui sont des grains de poussière qui ont cristallisé à chaud à l'intérieur, on pense à une boue ou quelque chose comme ça. Donc ces figures sont extrêmement complexes, elles ont rétréci au lavage, elles sont pleines de fissures, et ces fissures sont remplies par du calcium qu'on voit ici. On a une cartographie chimique, et ce carbonate de calcium, c'est probablement une roche terrestre. Donc on a affaire à une roche qui a séjourné longtemps dans un désert, qui a été altérée, et puis on voit ici des pyrites qui sont un sulfure, qui sont fragmentés, qui sont cassés, il y a des cassures, et puis là l'altération terrestre a pénétré. Mais avoir des pyrites, d'abord on n'en a pas normalement dans les roches martiennes dont on a l'habitude, mais surtout c'est les seules traces de choc qu'on voit. Donc dans les autres roches martiennes qui sont issues de coulées volcaniques qui ont été fracassées, on a des traces de choc extrêmement importantes. Cette roche, elle est relativement peu choquée, ça interviendra après dans notre histoire. Voilà. Donc c'est une brèche récolitique, elle est assez peu choquée. On trouve des fragments de roches riches en silice, c'en est une autre ici, mais surtout on découvre à quelque temps de là, après que je sois allé travailler avec Mounir, là, on découvre qu'il y a cette phase extrêmement bizarre qui est un zircon. Alors pourquoi on s'intéresse au zircon? Déjà, le zircon, c'est un peu comme le quartz, mais encore plus résistant, c'est ce qui reste quand une roche se détruit. C'est-à-dire quand vous avez des grains de sable sur une plage, en fait c'est un granit qui s'est détruit, qui a été altéré, et tout ce qui reste, c'est le minéral le plus résistant. Le zircon, c'est
pareil, c'est dans les roches de type granitique, c'est un des minéraux qui est les plus résistants et qui va rester, donc qui se forme dans les roches siliceuses. Et puis aussi, il a cette particularité d'accumuler l'uranium, et donc on peut l'utiliser pour dater les roches. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de ce diagramme. Simplement, que nous dit ce diagramme? Je répondrai aux questions après là-dessus si vous voulez, mais ce que ça nous dit, c'est que ces zircons, et donc les fragments rocheux dans lesquels on les trouve, se sont formés il y a 4,5 milliards d'années, donc on voit vraiment une roche ultra primitive, plus primitive que tout ce qu'on connaît sur Mars. Et en plus, il y a eu quelque chose qui s'est passé, le système a été perturbé, et ce diagramme a ceci de magique qui nous permet de mesurer l'âge à laquelle il y a eu un réchauffement important qui a perturbé les minéraux, dans lesquels il a perdu en fait, du plomb ou de l'uranium. Et cet âge, on le date, alors à l'époque, on le date à 1,7 milliard d'années. Maintenant, on sait que c'est un petit peu plus récent. Voilà. Donc, on a des fragments rocheux entiers avec des zircons qui ont 4,4 milliards d'années. Je rappelle que sur Terre, les zircons les plus vieux ont 4,4 milliards d'années et qui sont tous isolés. C'est-à-dire qu'on n'a pas la roche à partir de laquelle ils sont formés. Donc on a des fragments rocheux qui sont peut-être plus anciens sur Mars. Et elle est perturbée il y a 1,5 milliard d'années. Alors sur ce caillou, nous on a beaucoup travaillé. Là c'est tous les articles qui sont sortis depuis une dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Et en particulier donc Jérôme Gatacheka, à qui j'avais donné un morceau, il a mesuré les propriétés magnétiques du caillou. Et de quoi s'est-il aperçu? Là on regarde la magnétisation rémanente de chaque roche, c'est-à-dire sa propriété en tant qu'aimant, sa capacité à agir sur d'autres objets qui sont sensibles aux aimants. Et vous voyez que cette roche-là, elle est des capacités magnétiques beaucoup, beaucoup plus élevées, surtout que là, on a affaire à une échelle log. Donc cette roche, elle est totalement particulière par rapport à toutes les martiennes qu'on connaît. Voilà, donc forte magnétisation rémanente. Il y a d'autres gens qui analysent l'uranium et le thorium. Donc là, on a un diagramme, on voit, potassium et thorium. Donc là, on a un diagramme dans lequel on met le potassium en fonction du thorium. Là, c'est toutes les autres roches martiennes. Celle-ci est totalement particulière parce qu'elle est vraiment enrichie en potassium. Oui, on voit des feldspaths potassiques et elle est aussi très enrichie en thorium. Et enfin, dernière particularité de cette météorite, on peut calculer la durée du voyage interplanétaire d'un objet, simplement parce que pendant ce trajet, elle est irradiée par les rayons cosmiques, et ces rayons vont induire des réactions à l'intérieur de l'objet, et on peut mesurer les produits de ces réactions et en obtenir une idée du temps pendant lequel l'objet a été irradié. Et donc, ces personnes ont montré que Black Beauty ait quitté Mars relativement récemment, il y a entre 5 et 9 millions d'années. Ils favorisent plutôt l'idée que c'est 5 millions d'années, mais on ne peut pas vraiment décider sur la base de leurs données. Voilà donc toutes les caractéristiques de Black Beauty. Et Sylvain, c'est à toi la parole. Merci Brigitte. Vous voyez que ce caillou, évidemment, il a beaucoup de caractéristiques, il est unique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai, évidemment, je suis plutôt planétologue, je m'intéresse aux surfaces planétaires, et c'est vrai que je j'avais pas imaginé une seule seconde que je travaillerais sur des météorites. En fait, Brigitte et moi, finalement, on n'aurait pas dû se rencontrer. Et finalement, c'est vrai que cette histoire qu'on vous raconte ce soir, c'est vraiment le résultat de rencontres et de hasard, finalement, quelque part. Donc c'est là où la science est belle, c'est-à-dire qu'on a ce côté pluridisciplinaire qui nous permet finalement de raconter cette histoire ce soir. C'est quand même, Brigitte l'a dit, ça a été découvert en 2011, donc c'est plus de 10 ans de science finalement qu'on vous présente ce soir. Et quand on disait tout à l'heure qu'on finissait la conclusion il y a une demi-heure, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on finalisait pas la conclusion de la conférence, on finalisait une conclusion vraiment de nos travaux scientifiques. Brigitte l'a dit, on a Virgile qui est en thèse avec nous et on est vraiment en train d'essayer de comprendre finalement l'histoire de ce caillou. Alors Brigitte l'a dit tout à l'heure, les éléments qui sont importants notamment c'est le potassium, la présence de zircon et le fait aussi que finalement cette roche, elle est des zircons à 4,4 milliards d'années. Ce qui veut dire que, comme ça, si on dit à Pierre Thomas, ici présent, potassium, zircon est très ancien, il va nous dire certainement croûte continentale. Il va certainement nous parler finalement des roches sur Terre qui ressemblent à nos continents à nous. Alors,
évidemment, l'histoire elle serait aussi belle que moi je vous dise comme ça, bam, la météorite, elle vient de la croûte continentale. Mais on n'en savait rien il y a 10 ans. Et encore moins, moi, parce que je ne travaillais pas sur les météorites. Et pourtant, finalement, l'histoire veut que, depuis un petit bout de temps, eh bien, je travaille notamment, et j'essaye de trouver, de montrer la nature de la croûte martienne. Et effectivement, on s'est rendu compte il y a très peu de temps qu'il y avait un continent caché à la surface de la planète Mars. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste un petit rappel rapide, c'est que sur Terre, vous avez, vous le savez, votre structure avec différentes couches, le noyau, le manteau, la lithosphère, et qu'effectivement au sommet, nous avons cette croûte continentale et cette croûte océanique. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de comprendre l'histoire de la Terre, de l'évolution de la surface. Et vous le voyez bien, c'est-à-dire les caractéristiques de la croûte continentale et océanique. Les caractéristiques sont différentes. Croûte continentale, on a plutôt une composition andésitique ou granitique avec un enrichissement en silice et en potassium. On voit aussi de fortes anomalies magnétiques qu'on observe beaucoup moins dans les océans, dans la croûte océanique. Et puis une croûte beaucoup plus épaisse qu'au niveau de la croûte océanique. Sur Terre, eh bien, pareil, on va avoir une croûte épaisse de quelques dizaines de kilomètres, alors que sur la croûte océanique, on sera plutôt à 10 kilomètres. Et vous le voyez sur la croûte océanique, une composition plutôt basaltique avec un enrichissement en magnésium, en fer, des faibles anomalies magnétiques et puis plutôt une croûte fine. Donc vous voyez que sur Mars, l'idée, ça serait, et en dehors de la météorite, c'est de se dire, est-ce qu'on a des continents à la surface de la planète Mars? Alors, voilà la planète Mars, peut-être que vous ne l'avez pas vue de cette manière, vous ne la connaissez pas de cette manière, mais moi j'aime bien cette image parce qu'elle montre véritablement les reliefs à la surface de la planète Mars. Ça, c'est une image qui montre la topographie martienne. Cette image, elle a été réalisée par un laser altimètre qui nous permet de mesurer les altitudes. Tout ce qui est rouge, ce sont des altitudes qui sont élevées, qui vont être plutôt autour de 4 km d'altitude. Tout ce qui est bleu, c'est plutôt des altitudes plutôt basses, plutôt autour de moins 4 km d'altitude. Et vous le voyez, Mars, si vous devez demain la décrire à votre ami, à votre grand-mère, à votre cousin, eh bien, vous lui dites, eh bien, Mars, elle est coupée en deux. Au sud, on a des terrains plutôt élevés, à 4 km d'altitude, et puis, dans l'hémisphère nord, plutôt des terrains très bas, à moins 4 km d'altitude. Donc voilà ce qu'on appelle la dichotomie martienne. En plus, si vous voulez rajouter un peu de détails et impressionner, vous dites « Ah bah oui, il y a un très gros bassin d'impact qui s'appelle Hélas, qui fait 2500 km de diamètre. Et puis, nous avons également ce gigantesque spot rouge, là, qui est le dôme volcanique de Tharsis. Ce dôme volcanique de Tharsis, c'est finalement l'édifice volcanique le plus impressionnant dans le système solaire. Il fait 1 milliard, 2 milliards de tonnes. C'est gigantesque. Et on va le voir, évidemment, joue un rôle essentiel dans l'évolution de la planète Mars. Alors, si j'avais le pouvoir de couper la planète Mars et simplement, eh bien, vous le voyez ici, on aurait un noyau, un manteau et puis une croûte, avec une croûte un peu plus épaisse dans l'hémisphère sud et une croûte un peu plus fine dans l'hémisphère nord, avec justement cette dichotomie. Et on reviendra un petit peu sur cette figure, mais je voulais que vous soyez un petit peu habitués à cette visualisation. La grande question qu'on se pose, et notamment quand on parle de la météorite, c'est où est-ce qu'on peut trouver un fragment rocheux qui a 4,4 milliards d'années? Où chercher? Comment, à partir d'une planète entière, je vous rappelle quand même que la superficie des terrains martiens, c'est à peu près l'équivalent de la superficie de tous les continents terrestres. Donc, sans y aller, c'est quand même balèze de trouver d'où vient cette fameuse météorite. Alors, vous le voyez, évidemment, parler de 4,4 milliards d'années indique que finalement, la roche, elle est très, très, très ancienne. Et donc, dans un premier temps, on a besoin de trouver les terrains les plus anciens à la surface de Mars. Sauf qu'évidemment, moi, je ne peux pas y aller et aller dater les roches directement et trouver les roches les plus anciennes. Parce que sur Terre, évidemment, on réalise ce travail depuis plus de 2 siècles, de ramener des échantillons de partout à travers le monde, de pouvoir les étudier, depuis à peu près 1 siècle, de pouvoir les dater. Vous voyez qu'aujourd'hui, cette datation est devenue très régulière, en fait, et c'est presque un jeu, finalement, pour les scientifiques, de voyager à travers le monde et de pouvoir ramener ces échantillons. On peut bien sûr, quand vous avez
un empilement de couches géologiques, hein, vous l'avez tous vu déjà, un empilement de couches, eh bien on peut dire que la couche la plus haute, c'est la couche la plus jeune, et la couche la plus basse, c'est la plus ancienne. Donc déjà, on peut avoir un indicateur de l'âge relatif et de pouvoir comparer finalement ces différentes couches. Ce qu'il y a le mieux, c'est évidemment de connaître l'âge absolu. Et donc, depuis près d'un siècle, il y a eu des méthodes de datation absolue qui permettent de dater les roches. Et donc, grâce notamment à la datation radiométrique basée sur la désintégration de certains éléments radioactifs, comme le rubidium-strontium, la potassium-argon, la méthode carbone-14, etc. Et donc, tous ces éléments nous permettent de dater sur Terre ces roches. Sauf qu'encore une fois, eh bien, sur Mars, on n'a pas cette possibilité. Alors aujourd'hui sur Terre, eh bien, on a effectivement réalisé des aires géologiques, une histoire de la géologie très détaillée. Vous voyez qu'il y a des étages, des sous-étages, etc., qui nous permettent de raconter précisément l'évolution de la géologie, l'évolution de l'histoire de la planète Terre. Les âges ont été calibrés par les datations, mais aussi par Jacques Lascar, qui est ici maintenant grâce à l'évolution des paramètres orbitaux. Donc, on connaît véritablement notre système Terre parce qu'on y est dessus et on a la possibilité de voyager, d'aller étudier ces roches in situ. Aujourd'hui, sur Terre, on le sait, la majorité des roches finalement sont très récentes. Si vous regardez l'âge des océans, vous le voyez, ici, si on prend l'océan Atlantique, les roches les plus anciennes vont avoir seulement 170 millions d'années. Vous voyez quand même que 70% de la surface terrestre, c'est des océans. Et en fait, les roches les plus anciennes ont à peine 200 millions d'années. On est loin des 4,4 milliards d'années annoncées par Brigitte. Et si on regarde l'âge des continents, eh bien, finalement, on a certes des roches qu'on va retrouver dans certaines zones qu'on appelle des zones boucliers, en fait, notamment dans des roches archéennes qui vont avoir plus de 2 milliards d'années. Mais vous voyez que la minorité des terrains sur Terre, finalement, eh bien, ont un âge très ancien et donnent accès à cette histoire primitive de la planète Terre. Et là où c'est quand même beau avec la planète Mars, on le sait, c'est que en fait, la majorité des terrains martiens eh bien, sont très anciens et sont bien plus anciens que 2,5 milliards d'années. Alors, cette histoire d'âge, on a voulu quand même et finalement l'appliquer à la planète Mars. Pour donner un âge au terrain martien, je suis sûr que vous avez déjà lu dans des revues comment avoir un âge, quand on annonce qu'il y a du volcanisme, par exemple, il y a 200 millions d'années sur Mars. Ça, c'est des chiffres qu'on trouve régulièrement dans des revues. Eh bien, tous ces âges, en fait, on les doit aux missions Apollo et aux sondes Luna. Quand on vous demande à quoi ça servait finalement d'envoyer des hommes à la surface de la Lune, eh bien voilà à quoi ça servait. Ça nous a permis de ramener quand même plusieurs centaines de kilos de roches lunaires, de pouvoir les étudier dans les laboratoires et de pouvoir les dater. Et grâce à ça, on a des échantillons d'autres planètes et on arrive à les dater. Et ça, c'était quand même une véritable première au début des années 70. Et grâce à ça, en fait, eh bien, les scientifiques se sont vite rendus compte qu'il y avait une relation très simple entre la densité de cratères à la surface d'une planète et l'âge des roches à partir desquelles elles venaient. Donc en fait, vous allez sur un terrain lunaire, vous ramenez une roche, vous datez, vous comptez les cratères, et en fait, vous le voyez sur cette courbe, eh bien, plus le terrain est ancien, plus il y a de cratères. Et donc à partir de cette relation, en fait c'est très simple, la prochaine fois que vous regarderez la Lune, vous comptez les cratères et vous pourrez très bien dire quel est le cratère, le terrain le plus ancien, le plus jeune, etc. C'est un petit jeu très simple, mais ça marche. Alors sur cette Lune, évidemment, on s'est amusé à compter les cratères depuis des décennies. Et il y a du boulot, évidemment, de compter tous ces cratères. Vous le voyez, ça c'est une des bases de données, mais en fait, il y a des dizaines, des centaines de millions de cratères, parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc vous allez trouver de tout petits cratères. Et à partir de cette base de données de cratères, eh bien, historiquement, on a pu déterminer, comme sur Terre, des périodes géologiques. Et ces périodes géologiques, on les a déterminées à partir de la densité de cratères. Donc vous le voyez ici, là on retrouve les périodes géologiques, le pré-nectarien, le nectarien, etc., le copernicien. Et vous avez la densité de cratères ici, c'est-à-dire que ça c'est la densité de cratères de plus de 20 km. Et vous voyez que le terrain pré-nectarien, c'est celui qui a le plus de cratères de plus de 20 km, donc c'est le plus ancien. Et copernicien, vous n'allez pas trouver de cratères de 20 km, vous allez trouver quelques cratères d'1 km de diamètre, et donc c'est le plus récent.
Et grâce à ça, grâce à cette densité de cratères, eh bien, on arrive à déterminer des aires géologiques et à essayer de pouvoir donner, en tout cas, des repères géologiques pour l'histoire. Alors, à partir de là, il y a eu des courbes, ça je vous la présente parce que je vais vous la remontrer un petit peu plus tard. Ça c'est un diagramme très connu pour les planétologues. C'est un diagramme, vous le voyez, vous avez le diamètre ici et vous avez la densité de cratères en fait par kilomètre. Et vous le voyez, ça nous fait des courbes comme ça, ce qu'on appelle des isochrones. En fait, pour chaque terrain, vous allez avoir une courbe et quand vous les comparez les uns aux autres, eh bien, vous allez pouvoir savoir quel est le plus vieux et quel est le plus jeune. Là, par exemple, tous les cratères, toutes les lignes, vous voyez, qui sont ici, ce sont ceux qui ont les plus grands cratères et donc ce sont les plus anciens et ici, ce sont les plus jeunes. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'évidemment, on a essayé de l'appliquer à la planète Mars, parce que sur Mars, encore une fois, on veut trouver les terrains les plus anciens. Et sur Mars, effectivement, si vous regardez sur Google Mars ce soir, vous allez vous balader, vous allez voir qu'il y a des zones. Ici, ce sont deux images qui sont à la même échelle. Eh bien, il y a des terrains qui sont très cratérisés et d'autres qui sont très peu cratérisés. Et donc, très naturellement, si vous comptez le nombre de cratères en fonction de leur taille, vous allez avoir ce diagramme où vous savez très vite que ce terrain, il est bien plus vieux que ce terrain-là. Et ce jeu-là, les planétologues le réalisent depuis plus de 50 ans et ont compté les cratères un peu partout à la surface de Mars. Et grâce à ça, on a pu savoir sur Mars où étaient les terrains les plus anciens. Et vous voyez qu'on a des zones géographiques, Isidis Planitia, Hesperioplanum, Hellas, dont je vous parlais tout à l'heure, Amazonis Planitia, etc. Et comme on a fait sur la Lune, on a compté le nombre de cratères. Ici, tous ceux plus grands que 1 km, plus de 2 km, plus de 16 km, etc. Et on s'est rendu compte que les terrains les plus anciens se situaient ici, dans l'hémisphère sud martien, dans les terrains de Noachis Terra, qui a donné l'ère géologique, le Noachien. Et puis sur Hesperia Planum, il y avait un peu moins de cratères, et on a donné l'Hespérien. Et ainsi de suite, ici dans le nord, Amazonis Planitia, qui a donné l'Amazonien. Et donc, déjà, sur Mars, on revient ici sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous le voyez, ici, dans l'hémisphère sud, tous ces terrains cratérisés sont les terrains les plus anciens sur Mars. Et donc, on a réalisé depuis plus de 50 ans une carte géologique très précise de la planète Mars. Vous voyez ici plein de couleurs, c'est joli. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Tous les terrains un peu rougeâtres, saumon, ce sont les terrains noachiens, les terrains les plus anciens. Tout ce qui est en bleu ici, ce sont les terrains hespériens, intermédiaires. Et tout ce qui est jaune-vert, ce sont les terrains amazoniens. Donc évidemment, quand on parle de 4,4 milliards d'années, on se dit, ce sont certainement dans les terrains les plus anciens. Et donc, on a envie déjà de chercher directement plutôt dans les terrains de l'hémisphère sud. Alors vous allez me dire, les terrains de l'hémisphère sud, c'est quand même la moitié de la planète Mars. Donc j'ai restreint quand même à la moitié de la planète, c'est déjà pas mal. Alors évidemment, sur cet âge, moi, je n'étais pas destiné à travailler véritablement sur cet âge de la météorite. Et récemment, la question, on se l'est posée finalement il y a à peine 1 an, où est-ce qu'on peut trouver cette météorite? Mais c'est vrai qu'en connaissant la planète Mars, on peut avoir une idée et comment faire. Alors, l'idée, la recherche de cette météorite, en fait, l'histoire, elle revient il y a très longtemps. Moi, j'ai commencé ma thèse en 2006 et je travaillais sur, ici vous reconnaissez peut-être, ce sont des réseaux de vallées fluviales, en fait, et je m'intéressais à la formation de ces rivières à la surface de Mars. Et j'essayais de les dater, de savoir quand est-ce qu'elles coulaient. Est-ce qu'elles ont coulé périodiquement? Quand est-ce qu'elles ont duré longtemps, etc. Et effectivement, pendant plusieurs décennies, les planétologues se sont amusés à cartographier ces rivières. Là, vous retrouvez le planisphère martien, vous retrouvez le dôme de Tharsis, le bassin Hellas, et tout ce qui est en ligne rouge, ce sont les rivières martiennes. Et moi, c'est ce que j'ai étudié pendant ma thèse entre 2006 et 2009. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la météorite et ça? C'est une histoire que je vais vous raconter. Vous allez rentrer un peu dans mes pensées les plus intimes pendant 10 ans, parce que, en fait, tout ça, c'est un fil que j'ai tiré depuis 10 ans et le hasard a fait que j'ai rencontré Brigitte. Et après, voilà, on est là ce soir. Alors,
ces rivières, moi, je les étudiais un petit peu en détail. Mais il y a quand même un truc qui me plaisait, c'était quand même de comprendre la distribution globale. Alors, à cette époque-là, moi, je travaillais sous la direction de Nicolas Mangold, qui est un grand planétologue, qui s'occupe aujourd'hui pleinement de la mission Persévérance à la surface de Mars, qui s'est beaucoup occupé de la mission Curiosity. Et je suis allé le voir un jour, en 2008, dans son bureau, et je lui ai dit « Nicolas, j'ai vu un truc, est-ce que tu peux me dire si c'est intéressant ?» Je lui ai montré ça, je lui ai dit « Regarde, les rivières, elles sont distribuées bizarrement. Elles semblent suivre une espèce de courbe comme ça. » Et Nicolas, il me regarde, il me fait « Ouais, bon, ok. » Bon, moi j'étais enthousiaste, j'étais quand même « Regarde, il y a un truc. » Il me fait « Ouais, non, bon, ok. » Donc voilà, mes espoirs étaient un petit peu coupés. Donc en 2008, je suis revenu avec mon idée, mais quand même, elle est restée en tête pendant pas mal de temps. Et pendant quand même de nombreuses années, quand même, et durant cette thèse, je me suis rendu compte, alors évidemment, vous savez, en recherche, on demande des financements, donc j'ai pu m'acheter un ballon. Et sur ce ballon, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, en plus avec mon micro, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Cette courbe rouge là, si je prends, si je vous dis que c'est la planète Mars, vous allez avoir le pôle Nord et le pôle Sud ici, et vous avez l'équateur qui est ici. Oh là, c'est beau, voilà pourquoi Brigitte fait la conférence avec moi. Et voilà, merci. Sur ce ballon, vous avez le pôle Nord, le pôle Sud, l'équateur qui est ici. Et en fait, si je dessine la ligne rouge, qui est ici, c'est la ligne en pointillé qui en fait représente un petit cercle de la planète, mais qui n'est pas parallèle à l'équateur. En fait, vous avez l'équateur et les réseaux de rivières en fait dessinent une ligne comme ça qui remonte à l'équateur, qui redescend. Et en fait, je me suis amusé à me dire, et si je trouvais une solution pour laquelle ces rivières devenaient en fait une bande tropicale. J'aurais dû prendre ton micro, en fait. Et en fait, cette idée, c'était tout simplement d'orienter la planète Mars pour que cette ligne de réseau de rivières représente une bande tropicale. Vous voyez, l'idée, c'est que aujourd'hui, on est... Oula, je vais trop vite. Excusez-moi, là, je vais beaucoup trop vite. Mais tiens. Ouais. Maintenant que tu n'as plus de ballon, tu as encore besoin de ça? Non, je pense que avec le micro, on va oublier. Merci à Olivier pour ce ballon, il était très bien. Et donc, du coup, si vous voulez, ce cercle-là, si je retrouve une solution pour laquelle mes rivières forment une bande tropicale, j'obtiens une autre position de la planète Mars avec des anciens pôle Nord et pôle Sud qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et si je prends la projection avec ce pôle Nord et ce pôle Sud, j'observe, vous voyez, des réseaux de vallées qui semblent être sur une bande tropicale. Alors vous allez me dire, pourquoi sur une bande tropicale ? Il semblerait quand même que d'un point de vue climatique, ça serait plus simple de trouver un processus climatique qui forme des rivières sur cette bande tropicale que sur cette distribution qui semble quand même un petit peu compliquée. Bref, en tout cas, me voilà en fin de thèse avec cette idée, mais j'en fais pas grand-chose vraiment. J'arrive en postdoc en 2010, j'essaye de relancer cette idée, je vais voir François Forget qui me dit « ouais, bof, bon, d'accord », donc pas très encourageant. Et puis arrive une conférence où Brigitte était déjà là, à la Meteoritical Society à Casablanca en 2014, et il se fait, je ne sais pas par quel hasard, je me retrouve au fond de la piscine, enfin sur le bord de la piscine avec David Baratou, et on parle de tout. Et on commence à reparler de cette hypothèse de réseau de rivières. Comme quoi ça sert les conférences, même si on est au bord de la piscine. Toujours est-il qu'on commence à s'échauffer un peu dans la piscine. Enfin, s'échauffer, c'est un peu... Il faut que je fasse attention. On commence à débattre largement sur la localisation de ces rivières. Et effectivement, on se dit quand même, c'est quand même étrange. Et si on orientait la planète Mars de cette manière, ça pourrait marcher. Du coup, on retourne dans notre chambre et on commence à refaire la biblio. Et on retombe sur ce papier d'Isamu Matsuyama de 2010, qui lui, en fait, en 2010, nous, on ne l'avait pas du tout vu, ce papier. Vous savez, la production de papier, elle est gigantesque. Et donc, effectivement, on ne l'avait pas vu. Et oui, Isamu, lui, prend la planète Mars comme on l'observe aujourd'hui. Et en fait, si j'y arrive... Si on enlève le dôme de Tharsis, en fait, la planète, pour lui, se réoriente d'une autre manière. Et à ce moment-là, on a une planète complètement réorientée avec un pôle Nord et un pôle Sud différents.
Et donc la réorientation de mon ballon tout à l'heure, eh bien, si on enlève le dôme Tharsis, ce gigantesque dôme volcanique, on voit que la planète Mars est orientée différemment, avec un pôle nord et un pôle sud différents. Et quand on regarde la position géographique de ces pôles nord et ces pôles sud trouvés grâce à la géophysique, eh bien, ici en orange, là, ce sont ces pôles, ces solutions qu'il donne en fait, et vous voyez que mes points rouges calculés à partir de mes rivières, eh bien, rentrent exactement dans les zones calculées par Isamu Matsuyama. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais en 2016, on démontre donc que effectivement la planète Mars était orientée différemment avant 3,8 milliards d'années globalement, qu'on a eu la formation d'un dôme de Tharsis, des rivières qui se formaient ici sur une bande tropicale, et que le dôme de Tharsis, par sa masse, a réorienté la planète Mars. Alors attention, ce n'est pas l'axe de rotation qui bouge, c'est la planète elle-même qui bascule pour mettre le dôme de Tharsis sur l'équateur, et donc on a une planète complètement réorientée. Et donc ce papier, effectivement, sort en 2016. Donc c'était évidemment une grande satisfaction qui est après 8 ans d'imagination, mais qui n'aurait pas pu se faire finalement sans la rencontre notamment avec Isamu Matsuyama et David Baratou. Alors, où je veux en venir avec ça, c'est que ce basculement, eh bien, cette formation, ce dôme de Tharsis qui a provoqué eh bien, le basculement, non seulement il a provoqué le basculement, mais il a aussi provoqué eh bien, un changement de topographie, de l'altitude. Non seulement, vous le voyez ici, alors en fait quand on a la formation d'un dôme comme ça et qu'on provoque un basculement, on va avoir deux phénomènes, un basculement et un bombement antipodal. Vous voyez que, là j'ai exagéré évidemment, on a un bourrelet équatorial du fait de la rotation de la planète Mars, et en fait avec le dôme de Tharsis, eh bien, les terrains qui se situaient vers Tharsis ou ailleurs, en fait, se retrouvent à basculer. Et donc, la topographie, l'altitude, va changer liée à l'emplacement de ce bourrelet équatorial. Autre chose, le bombement antipodal. Vous voyez qu'ici, vous avez, en noir, ici, vous avez Mars actuel, avec le dôme de Tharsis. Et si on l'enlève, en fait, eh bien, on retrouve le cercle gradué ici, qui est la surface d'équilibre. En fait, ce que ça veut dire, c'est si vous mettez une grosse masse, si je reprends mon ballon, eh bien, sur mon ballon, je vais poser quelque chose de très 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 lourd ici, et à l'opposé, notamment, eh bien, je vais causer une augmentation de l'altitude. Et donc, en fait, tout ça va montrer que vous allez avoir des évolutions de l'altitude avec des endroits où ça va monter et des endroits où ça va descendre. Et donc, voilà la conclusion de là où je veux en venir, c'est qu'après cette étude, en fait, ici, ça c'est la topographie actuelle, où en fait, dans les terrains de l'hémisphère sud, dans ces terrains noachiens, on a l'impression eh bien, que tous ces terrains sont finalement assez homogènes. Tout est quand même plutôt haut. Et si j'enlève Tharsis, eh bien, en enlevant le dôme de Tharsis, donc tout ce qu'il y a dans le rouge, vous voyez que les couleurs changent. Et ici, je fais apparaître un énorme spot rouge qui est situé à très haute altitude. Et ça, c'était le hasard le plus total, c'est-à-dire que si vous enlevez le dôme de Tharsis de la planète Mars, eh bien, à la surface, il y a une zone très très rouge à haute altitude qui ressort. Et donc, nous voilà bien partis en se disant, mais pourquoi eh bien, on observe cette zone très rouge et très haute sur Mars? Ça veut dire qu'avant la formation du dôme de Tharsis, eh bien, partout ailleurs c'était assez élevé, mais là c'était très élevé. Il y avait une véritable presque chaîne de montagnes très très élevée. Et on s'est amusé à essayer de comprendre eh bien, pourquoi on avait ce relief très élevé. Alors, l'idée évidemment, là où je veux en venir, altitude élevée, voulait nous faire penser peut-être un petit peu qu'on était quand même sur un espèce de continent, pourquoi pas. Et donc, vous le voyez ici sur cette image, là on retrouve la topographie, ici on retrouve l'épaisseur crustale, et sur cette épaisseur crustale, eh bien, on se rend compte que sur Mars, donc la zone à très haute altitude, elle était ici. En fait, si on regarde dans les terrains de l'hémisphère sud, la majorité finalement des terrains est influencée notamment par le bassin Hélas. Vous voyez ici le bassin Hélas et ici tout autour un anneau avec une épaisseur crustale beaucoup plus importante. Vous voyez tout ce qui est blanc, c'est avec une épaisseur crustale de 70 km, alors qu'au centre, on est autour de 10-20 km d'altitude.
Et donc si je faisais une coupe d'Hélas, eh bien, j'aurais ici dans les zones blanches un fort épaississement crustal et en bleu ici eh bien, une fine couche de croûte. Et en fait, ce qu'on s'est amusé, on s'est dit, et si cette zone très haute était le terrain le plus ancien sur Mars, et si on essayait d'enlever, eh bien, revenir en arrière, un peu dans le passé, en enlevant les bassins d'impact et le dôme de Tharsis. Et donc c'est ce qu'on a fait, on s'est amusé à enlever les volcans et à reboucher les trous des bassins d'impact pour voir ce qui reste quand on enlève tous les bassins d'impact qui sont considérés très anciens. Et en fait, le résultat, il est assez étonnant, c'est que, voilà, ça c'est donc on retrouve l'épaisseur de la croûte, et si je fais ce petit exercice en enlevant eh bien, les bassins d'impact et en rebouchant les trous, eh bien, vous voyez, hop, j'enlève, si ça m'a, hop, j'enlève, je rebouche les trous, et ainsi de suite. Donc là, je le remets un petit peu, c'est en boucle, vous voyez, j'enlève, hop, et là, j'observe quelque chose qui ressort. Et en fait, cette zone-là, vous voyez, ici, on est, ça c'est l'épaisseur crustale aujourd'hui, et en enlevant les bassins d'impact et les volcanismes, il ressort toute cette zone ici qui est beaucoup plus épaisse, avec une forte épaisseur crustale, et c'est exactement à cet endroit qu'on observait eh bien, les hautes altitudes que je vous montrais tout à l'heure. Et donc en fait, si je n'avais pas fait finalement tiré ce fil au début sur l'altitude, eh bien, il ne me serait pas forcément venu l'idée de rechercher eh bien, l'origine de cette zone-là. Ce qui veut dire, en fait, en termes simples, c'est si vous prenez Mars, il y a 4,4 milliards d'années, avant les volcans, avant les bassins d'impact, eh bien, il existait cette zone beaucoup plus élevée, en fait, et beaucoup plus épaisse que le reste. Et en fait, il s'avère que eh bien, cette zone ici, ce bloc finalement caché dans les terrains de l'hémisphère sud, eh bien, c'est la zone où on a les plus fortes anomalies magnétiques sur Mars, et aussi le potassium. Et donc là, je reviens à tout à l'heure, où est-ce qu'on observe du potassium sur Terre, où est-ce qu'on observe des anomalies magnétiques, une forte épaisseur crustale, des altitudes élevées, eh bien ce sont sur les continents. Et donc on pense avoir mis ici en évidence la présence en fait d'un continent caché. Alors, ce continent caché, ici, je reviens sur l'image première. Ce qui était beau, c'est que évidemment, le petit rover Curiosity, lui, s'est posé juste en bordure de ce continent caché. Et au fond de ce cratère, le cratère Gale, il a observé ici des roches qui ressemblent finalement à nos granites, avec ces fameux feldspaths potassiques que Brigitte a observés dans la météorite. Alors, une fois que je vous ai raconté qu'on maintenant on a quand même, il semble qu'on ait un bout de continent très cratérisé, très ancien, eh bien, la grande question, c'était est-ce qu'on était capable, finalement, de retrouver l'origine. Alors oui, le petit Virgile quand même. Le petit Virgile, j'espère qu'on l'invitera un de ces jours au festival. Il est en train de finir sa thèse dans 1 an et il est en train de travailler vraiment sur l'histoire de cette région de Terra Cimmeria Sirenum. Alors, pour presque finir, entre guillemets, l'idée c'était effectivement de trouver enfin la source de Black Beauty. Pourquoi je vous ai parlé du continent? Parce qu'évidemment, on s'est dit, un continent sur Mars, une météorite qui ressemble finalement qui a des morceaux de croûte qui ressemblent à des croûtes continentales, est-ce qu'on pourrait faire le lien? Et donc c'est là où on a contacté Anthony Laguin et on s'est mis à la recherche de cette météorite. Alors Brigitte, elle a dit tout à l'heure, Black Beauty c'est une brèche d'impact, elle est modérément choquée, il y a des zircons qui ont 4,4 milliards d'années, il y a eu un événement majeur qui s'est produit il y a 1,5 milliard d'années, il y a une forte magnétisation, un enrichissement en potassium et en thorium, et la météorite elle est partie il y a 10 millions d'années. Et en fait, à partir de tout ça qui est sur la météorite, on s'est dit, eh bien à partir de tous ces critères, est-ce qu'on peut retrouver le cratère, à partir de quelle est partie la météorite pour être éjectée et aller sur Terre. Donc on s'est dit, bon, pour le trouver, eh bien, il faut d'abord trouver les cratères d'impact qui ont moins de 10 millions d'années sur Mars, pour répondre à cette question, puisqu'on sait que Black Beauty est parti il y a moins de 10 millions d'années. Identifier un cratère superposé à des éjectats d'un cratère alors qui ont entre 1 et 2 milliards d'années pour répondre à cette question, parce qu'on sait qu'il y a 1,5 milliard d'années, il y a eu un cratère qui s'est formé, qui a remis à zéro le système de datation, et qui est situé aussi dans les terrains noachiens. Et puis valider le site grâce notamment à l'enrichissement en potassium et en thorium et à la magnétisation pour voir si finalement ce morceau peut être cohérent avec les sites qu'on va trouver.
Alors pour ça, un petit rappel, c'est que vous avez vu sur cette diapositive, on a l'âge de moins de 10 millions d'années. Comment on fait pour trouver des cratères qui ont moins de 10 millions d'années à la surface de la planète Mars? Tout à l'heure, je vous ai dit, eh bien voilà, les astronautes des missions Apollo, notamment, ont ramené des échantillons sur des terrains lunaires qui ont des densités de cratères différentes. Vous voyez, une roche qui a 3,1 milliards d'années, elle est sur une mer lunaire très peu cratérisée, alors qu'un terrain très cratérisé va avoir des roches ici de 3,5 milliards d'années. Si vous comptez les cratères à la surface de la Lune, et que vous avez l'âge, là, vous voyez, de 3,8 milliards d'années, vous observez une courbe. Ici, les cratères, ici, le diamètre, et vous avez une courbe ici qui représente, en fait, qui caractérise un terrain de 3,8 milliards d'années. Et sur Mars, en fait, on a voulu faire la même chose. Ces courbes, on a pu les reprojeter, faire un modèle qui donne un âge et qui caractérise des terrains avec des densités de cratères différentes. Donc on est reparti de la courbe de la Lune. Ici, vous voyez le diamètre, la densité de cratères. Ici, vous avez la Lune. On considère que sur Mars, il y a plus d'impact car on est plus proche de la ceinture d'astéroïdes. Vous voyez que ici, ce sont les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Vous voyez que sur Mars, on est quand même très proche de la ceinture d'astéroïdes, donc il doit y avoir plus d'impact à la surface de la planète Mars. Et puis, donc ça, c'est le passage numéro 1. Et puis, pour passer à la courbe numéro 2, la dernière, la finale, on sait que les cratères vont être plus petits sur Mars que sur la Lune, car la gravité, elle est plus importante et que la vitesse d'impact est plus faible. Donc, une fois qu'on a ça, finalement, on arrive à avoir des courbes de datation qui nous permettent de dater les terrains à la surface de Mars. Et donc, finalement, on a ce genre de diagramme qui nous permettent de dater n'importe quel terrain sur Mars. Vous voyez ici, on retrouve le diamètre des cratères, ici la densité de cratères, et vous voyez, vous avez des lignes ici qui vous donnent l'âge des terrains. Donc, si on a un terrain qui a 3 milliards d'années, la distribution de cratères doit suivre ces lignes-là. Et grâce à ces âges, on a pu donner des âges en fait, aux différentes époques géologiques. Donc, vous voyez que le Noachien va jusqu'à 3,7 milliards d'années, l'Hespérien jusqu'à 3,2. Et puis l'Amazonien, c'est tout le reste. Parce qu'il s'est passé beaucoup moins de choses à l'Amazonien qu'au Noachien et à l'Hespérien. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il nous faut trouver les cratères qui ont moins de 10 millions d'années. On prend... Alors, les cratères, on estime que les cratères qui ont éjecté la météorite, normalement, devaient avoir un diamètre supérieur à 7 km. Donc, on prend les cratères qui ont plus de 7 km, on va sur la courbe de 10 millions d'années, et on trouve qu'il y a 1,3 10-7 cratères par kilomètre carré. Si on prend la superficie de Mars, on arrive à une superficie de 145 millions de kilomètres carrés, que vous multipliez avec 1,3 10-7, et en fait, on trouve seulement 19 cratères potentiels qui ont moins de 10 millions d'années. Donc, sur Mars, sur tout Mars, il y a 19 cratères qu'on considère qui a moins de 10 millions d'années. Alors évidemment, ce chiffre, il est approximatif, mais c'est ce qu'on se donnait comme mission. Et Anthony Laguin, en fait, depuis 3-4 ans, grâce notamment au machine learning et à des images haute résolution, a fait la base de données de cratères la plus complète à la surface de Mars, avec un nombre de 90 millions de cratères. Alors attention, il ne les a pas comptés à la main. Lui, il a compté quand même à la main, avec l'aide de certains d'entre vous, tous les cratères de plus d'1 kilomètre. Et donc, vous voyez qu'ici, si on prend les nombres de cratères d'1 kilomètre, là, vous avez le diamètre, ici, vous avez le nombre. Et si vous prenez le nombre d'1 kilomètre, vous avez 10 000 cratères sur Mars de 1 kilomètre. Et lui, il les a comptés jusqu'à, vous voyez, quelques dizaines de mètres. Si on prend 100 mètres, vous avez quand même... vous avez 1 million de cratères de 100 mètres. Donc c'est gigantesque. Et l'idée, c'était de se dire comment on va pouvoir retrouver les cratères les plus frais. Et donc, ce qu'il s'est amusé à faire, vous le voyez ici, un petit cratère là, qui fait quelques dizaines de kilomètres, enfin à peine une dizaine de kilomètres. Et vous le voyez tout autour, tout ce qui est en orange, là, en violet, pardon, ce sont les cratères secondaires. Ce sont des cratères qui se sont formés après la formation du cratère. Il y a eu le cratère principal, les éjectats sont partis et ils sont tombés à la surface et ça a recréé des cratères secondaires. Et donc tout ce qui est violet, ce sont les cratères qui sont liés à l'impact primaire. Et en fait, il a repris tous ces cratères qu'on considérait comme les plus frais parce que les éjectats n'ont pas été érodés. Et combien il en a trouvé ? Il en a trouvé 19.
il a trouvé sur Mars 19 cratères montrant ces cratères secondaires très frais qu'on considère comme les cratères les plus récents. Et si on regarde la distribution de ces cratères sur cette courbe, là, avec le diamètre et la densité, on obtient un âge de 8 millions plus ou moins 2 millions, on obtient bien cet âge de 10 millions d'années. Ça veut dire que là, tous ces petits points, ici, là, ces diamants là, sur la carte, ce sont tous les cratères qu'on considère qui ont moins de 10 millions d'années, qui pourraient être à l'origine de la météorite Black Beauty. Donc, Anthony, évidemment, a commencé à regarder cratère par cratère les caractéristiques de ces cratères. Et comme on vous l'a dit, il fallait que le cratère, lui, soit identifié sur des éjectats d'un cratère qui avait à peu près 1,5 milliard d'années. Et puis, qui soit situé dans les terrains noachiens. Donc, il fallait que donc là, vous voyez, vous retrouvez tous les points. Ça veut dire que tous ces points-là, là, on retrouve ici en marron tous les terrains noachiens. Là, j'ai mis la liste de tous les cratères. Et vous voyez, ça, ce sont les terrains noachiens. Là, donc, tous ceux qui ont une croix sont sur des terrains noachiens. Et en fait, ceux qui sont superposés à un terrain amazonien, ce sont seulement ceux-là, les 3 ici. Et donc, en fait, celui-là, lui, il n'est pas dans les terrains noachiens. Donc, en fait, il reste seulement 2 candidats qui, potentiellement, ont envoyé la météorite Black Beauty. 2 cratères sur les 90 millions que Anthony a détectés. Et donc, en regardant ces 2 cratères, le premier cratère, c'est Gaza. Le cratère, le voilà, il est avec le point vert. Vous voyez, c'est ce petit cratère qui est situé dans ce gros cratère Scilaos. Et donc, en fait, le premier candidat, c'est de se dire, il y a eu la formation de Scilaos, et ensuite, il y a Gaza qui est venu éjecter la brèche d'impact que Brigitte montre. Alors, on a daté, en comptant les cratères, la nappe d'éjecta, et en fait, on obtient statistiquement un âge d'à peu près 500 millions d'années. Ce qui ne colle pas avec notre âge d'1,5 milliard d'années. Et le deuxième candidat, Karata. Vous le voyez, ici, Karata, c'est celui qui a la grande nappe bleue, là, le cratère. Et Karata, c'est le petit qui est sur la grande, là, ici, qui s'appelle Kujirt. Et donc, évidemment, on a daté la nappe bleue ici, et là, on obtient un âge entre 1,25 et 1,87 milliards d'années. C'est-à-dire que le petit cratère Karata, ici, il est superposé à cette nappe d'éjecta qui a environ entre 1,2 et 1,8 milliard d'années, ce qui colle avec cet âge d'1,5 milliard d'années qui est donné par Brigitte. Et donc finalement, parmi tous les cratères sur Mars, il y en a un seul qui colle avec l'histoire finalement de la formation dans un terrain ancien et puis la formation d'un cratère qui a environ 1,5 milliard d'années sur lequel il y a eu un petit cratère de moins de 10 millions d'années qui s'est passé. Et donc, pour finir, évidemment, on a envie de savoir si la météorite colle bien avec l'objet. Et je vais laisser conclure Brigitte. J'ai mon micro. Merci Sylvain de me laisser l'honneur de conclure. Ça va aller très vite. De toute façon, on vous a donné les propriétés de la météorite tout à l'heure. On vous a dit qu'elle est particulièrement riche en potassium et en thorium. Elle a des propriétés magnétiques extrêmement importantes. Sur ce diagramme, en fait, on a montré pour les 19 cratères, thorium en fonction de potassium et intensité du champ magnétique et magnétisation rémanente. Et en fait, tous ces cratères-là sont soit sur des terrains trop jeunes, soit ils ne répondent pas à certains des critères. Il n'y en a que 2, il vous l'a dit tout à l'heure, Sylvain, Karata et Gaza, le 17 et le 11. Et en fait, on sait maintenant, grâce à la datation, que le cratère amazonien, les terrains, ils ont été remaniés trop tardivement, c'est-à-dire que ce cratère est trop jeune. Donc en fait, il en reste vraiment qu'un seul, c'est le cratère de Karata, qui convient pour éjecter notre météorite. Et chose absolument magnifique, c'est un endroit qui est extrêmement enrichi en thorium. Les terrains sont extrêmement enrichis en thorium. Ils sont aussi riches en potassium, beaucoup plus que les autres terrains qui sont impactés par les autres cratères. Et ils ont des propriétés magnétiques extrêmement intenses aussi. Donc là, on est quand même assez rassuré que ce cratère-là, c'est bien la source de Black Beauty, puisque tout coïncide. Les propriétés magnétiques, le thorium, le potassium, finalement, c'est quand même la cerise sur le cathode qui confirme ça. Et alors, la suspense, il est où ce cratère? Il est où? Il est
là, juste en bordure du continent dont Sylvain vous a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ce qu'on comprend, c'est qu'au travers de cette météorite, non seulement on a identifié une zone qui est probablement le premier continent, l'unique continent de Mars qui est caché, mais aussi quand on trouve des fragments de feldspath potassique et des roches comme ça, et des zircons à l'intérieur de cette roche, ce qu'on échantillonne, c'est la bordure d'un continent martien. Et évidemment, c'est une zone qui est ultra intéressante pour aller envoyer des futures missions spatiales, mais grâce à cet échantillon, on a donc un retour d'échantillon. Donc voilà, je vais juste faire une très très brève synthèse pour vous revenir sur toute l'histoire qu'on vous a racontée. Donc à la fin de la formation d'une planète, vous avez un objet qui est tout ou partiellement fondu. Il y a cet épisode de la différenciation. Je vous ai dit que les liquides silicatés et sulfurés s'en vont former le noyau à l'intérieur de la planète en entraînant l'iridium, le nickel, etc. Et pendant ce temps-là, Philippe nous a extrêmement bien expliqué ça hier lors de sa conférence, depuis la surface, puisque évidemment le vide, l'espace interplanétaire est froid, donc vous avez la planète qui se refroidit, qui forme une croûte primaire, pendant que le bombardement se poursuit. Et puis cette croûte va évoluer parce qu'il va y avoir un phénomène de fusion à l'intérieur de ce manteau. Et ça va donc former une seconde croûte basaltique qui va petit à petit épaissir cette croûte par un volcanisme fissural. Donc vous voyez cette croûte basaltique qui s'épaissit à la surface de cet objet. Et puis il va y avoir un enrichissement en eau, ça aussi Philippe en a parlé aussi, et donc une réaction entre ce basalte et ces minéraux. Et pourquoi je vous parle de cet enrichissement en eau? C'est parce qu'il y a des réactions entre le basalte et puis l'eau qui donne naissance au magnétique, au magnétite, parce qu'il faut bien qu'on ait une raison d'avoir un champ magnétique et d'enregistrer des phases qui vont enregistrer ce champ magnétique. Ce sont toutes les magnétiques qu'on va trouver dans cette roche. Et puis en profondeur, simplement par l'effet de l'épaississement, il va y avoir fusion de ce matériau. Il va y avoir évolution de séries géologiques qui sont de plus en plus riches en silice. Et donc formation de roches, là, c'est cette espèce de bandes roses qui sont riches en silice, riches en potassium, riches en thorium et qui vont contenir des zircons. Et puis donc cette altération qui forme des magnétites. Donc on a une évolution de la croûte qui est comme ça. Et puis une fois qu'on est arrivé, et puis bien sûr le mélange avec les matériaux d'origine météoritique qui rapportent de l'iridium et du nickel. Et puis une fois qu'on a cette croûte qui est formée, il va y avoir une histoire. Il va y avoir l'histoire que Sylvain vous a racontée pour le coup. Donc on a une croûte cristallisée avec un bombardement intense, c'est la fin du bombardement qui est la formation de la planète. Et donc on a ce cratère ici qui a 4 milliards d'années qui permet de faire affleurer des terrains extrêmement anciens. Ce cratère qui se forme, le cratère Kuijirt qui se forme il y a 1,5 milliard d'années et qui fait cette nappe d'éjecta bleue. Donc 1,5 milliard d'années, c'est le moment où les roches ont été remaniées, reperturbées, réchauffées. Et puis, tardivement, dans ces éjectats, vient se former le cratère Karata, qui, lui, va éjecter la météorite. Et comme cette météorite, elle est éjectée à partir d'objets qui étaient assez mal consolidés, ça explique pourquoi, aussi, elle a peu de traces de choc, parce qu'au lieu d'éjecter une roche qui était compacte, une lave qui était issue d'un volcan, là, on a éjecté quelque chose qui était relativement mal consolidé, qui était déjà cassé. Donc, ça explique pourquoi cette météorite a relativement peu de traces de choc. Donc, vous voyez ici ce qu'on voit, en fait. Ici, vous avez le cratère ancien d'Ampier qui n'intervient en fait pas dans l'histoire, sinon pour faire affleurer éventuellement des roches anciennes. Mais vous avez ici donc ce cratère Kuijirt qui fait cette nappe d'éjecta ici, et puis donc à l'intérieur de cette nappe d'éjecta, ce petit cratère qui va éjecter la météorite. Et voilà, tu veux ajouter quelque chose, Sylvain? C'est la fin de l'histoire. Merci de votre attention.